Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui a l'air simple comme ça, mais qui est en fait un vrai casse-tête pour beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire être sain d'esprit? On ne parle pas juste d'éviter un diagnostic, mais vraiment de viser quelque chose de positif. C'est quoi l'objectif? Pour essayer d'y voir plus clair, on a exploré les travaux du docteur Paul Conti, un psychiatre qui a développé un modèle assez fascinant sur la véritable architecture de notre esprit. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu de démonter cette mécanique pièce par pièce. Ce n'est pas une solution miracle, hein. C'est plutôt une sorte de carte de notre propre paysage intérieur. L'idée, c'est de comprendre pourquoi on agit comme on le fait et surtout comment s'orienter vers ce que ce médecin décrit comme l'état mental optimal. Alors, par où on commence? C'est quoi le but du jeu en quelque sorte? Le but du jeu, la destination finale sur cette carte, c'est d'aborder la vie à travers deux états d'esprit fondamentaux, l'agence et la gratitude. C'est vraiment le point de départ et le point d'arrivée de tout son modèle. Agence et gratitude. Hmm. Honnêtement, ça peut sonner un peu développement personnel de magazine, hein, non? Pourtant, au fond, on cherche tous à ne pas se sentir comme une feuille au vent et à ressentir autre chose que de l'insatisfaction. C'est ça le vrai enjeu derrière ces deux mots. C'est exactement ça. Il faut les voir non pas comme des objectifs à cocher sur une liste, tu vois, mais plutôt comme le résultat, la récompense d'une machine interne qui fonctionne bien. Ce sont les fruits d'un esprit sain. Et c'est cette machine, son fonctionnement et sa structure que Conti nous invite à regarder sous le capot. J'aime bien cette idée. Pour la santé physique, on a des marqueurs clairs. Tension artérielle, cholestérol. L'agence et la gratitude, c'est plus flou. Comment on les ancre dans le réel? Concrètement, l'agence, c'est ce sentiment profond d'être l'auteur de sa vie, d'avoir une influence sur les événements, de ne pas être juste un pion. Et la gratitude, c'est une appréciation active, sincère, de ce qui est bon dans notre vie et de notre place dans le monde. Mais, et ça c'est crucial, ces deux états ne flottent pas dans les airs. Ils reposent sur deux piliers, l'autonomisation, l'empowerment comme on dit, et l'humilité. Autonomisation et humilité. Ça me semble presque contradictoire. Comment on peut se sentir puissant et humble en même temps? À comprendre comment on fonctionne, pourquoi on a certaines réactions automatiques. Cette connaissance de soi donne du pouvoir. Et on devient humble quand on réalise en même temps l'immense complexité du monde et de notre propre esprit. On accepte qu'on ne contrôle pas tout, mais qu'on peut naviguer au mieux. C'est cet équilibre qui permet à l'agence et à la gratitude d'émerger. D'accord. C'est donc pour atteindre cet équilibre qu'il propose de comprendre la fameuse machine. Il parle de deux aspects, c'est ça? La structure du soi, les pièces, le hardware, et la fonction du soi, comment ça tourne, le software. Commençons par la structure. Comment sommes-nous construits? Alors, il utilise une métaphore très parlante, l'iceberg. Mhm. Imagine un iceberg géant. L'immense majorité, 95% de sa masse, est invisible, sous la surface de l'eau. 95%, c'est énorme. C'est colossal. Ça, c'est notre inconscient. C'est une sorte de super ordinateur biologique qui traite des millions d'informations par seconde. C'est lui qui gère nos habitudes, nos prédispositions, nos traumatismes enfouis. C'est une force immense qui nous gouverne sans qu'on le sache. Attendez, si 95% de l'iceberg est inconscient, est-ce que ça veut dire qu'on n'est finalement que des passagers de notre propre cerveau? L'idée d'être maître de soi en prend un coup. Ça fait un peu peur, non? C'est une pensée vertigineuse. Et c'est là que réside l'humilité dont on parlait. On n'est pas entièrement aux commandes. Et le reconnaître, c'est la première étape. Mais on n'est pas non plus de simples passagers. Parce qu'il y a la pointe visible de l'iceberg. C'est 5% qui émerge. Le conscient? Le conscient. Voilà. C'est la partie de notre esprit qui réfléchit, qui planifie, qui se dit « je ». C'est le capitaine sur le pont d'un immense paquebot qui ne voit que la surface de l'océan, sans sentir les courants profonds qui poussent le navire. Et ce pauvre capitaine sur sa petite pointe d'iceberg, il doit être assez exposé aux tempêtes, j'imagine. Exactement. Il est vulnérable. Et pour le protéger, des structures émergent de la masse inconsciente. Ce sont les mécanismes de défense. D'accord. Leur but est noble en quelque sorte, protéger notre esprit conscient de l'anxiété, de la peur, du désespoir. Ce sont des gardes du corps psychique. Des gardes du corps qui filtrent la réalité pour la rendre supportable. C'est ça. Donc, si je résume, on a l'immense inconscient en bas, la petite conscience en haut, et entre les deux, des défenses pour protéger le sommet. Qu'est-ce qui se construit à partir de ça? Eh bien, au fil du temps, autour de notre conscience et de ses défenses, on tisse une sorte de nid. C'est ce que Kantik appelle la structure de caractère. La structure de caractère. Oui, c'est l'ensemble de nos tendances habituelles, étant plutôt méfiant, confiant, altruiste, évitant. C'est notre style par défaut.
Et enfin, de ce nid émerge le soi. L'expérience subjective qu'on a de nous-mêmes, notre identité. C'est le produit final. Et j'imagine que si les mécanismes de défense sont trop rigides ou inadaptés, le nid qu'on se construit peut vite devenir une cage. On devient le sarcastique de service ou l'éternelle anxieuse, et ce qui devait nous protéger finit par nous définir et même nous isoler. Précisément, une défense qui est utile ponctuellement, si elle est surutilisée, devient un trait de caractère permanent. C'est là qu'on passe de la protection à la prison. D'accord, on a cette architecture complexe. Mais une architecture, c'est statique. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment ça bouge, comment ça réagit au quotidien. Si je renverse mon café le matin, quelle partie de cette machine se met en marche et dans quel ordre? C'est ça, la fonction du soi. C'est exactement ça. La fonction, c'est le processus, la séquence qui se déroule en une fraction de seconde, des milliers de fois par jour. Tout part de la conscience du jeu, le simple fait de s'expérimenter comme une entité séparée. Je viens de renverser mon café. Voilà. Et immédiatement après, les fameux mécanismes de défense s'activent. Donnons des exemples concrets, c'est toujours là que ça devient parlant. Prenons la projection. Au lieu de ressentir la frustration en soi, je suis maladroite, je suis en colère contre moi, l'esprit la projette à l'extérieur. C'est la faute de cette tasse stupide, ou c'est l'univers qui m'en veut ce matin. On attribue notre émotion à l'extérieur pour ne pas avoir à la gérer. Ah oui, on le voit tout le temps dans les embouteillages. Exactement. Où le trafic devient une sorte d'ennemi personnel. C'est un exemple parfait. Ou alors le classique déplacement. On ne peut pas crier sur son patron, alors on rentre et on claque la porte du placard un peu trop fort. La colère est déplacée d'une cible dangereuse vers une cible sûre. Tout à fait. La télécommande qui vole à travers la pièce, c'est un peu ça. C'est ça. Un autre, plus subtil, c'est la rationalisation. J'ai raté cet entretien, mais de toute façon, le poste ne m'intéressait pas vraiment. L'esprit réécrit l'histoire pour éviter la douleur de l'échec. Et l'humour, le sarcasme. L'humour peut être une défense très saine pour désamorcer une situation. Mais le sarcasme constant, c'est souvent une forme d'agression passive. Une manière de garder les gens à distance sans prendre la responsabilité de l'attaque. C'est fou de voir à quel point ces processus sont automatiques. Une fois que ces défenses ont fait leur travail de filtrage, c'est quoi l'étape suivante? L'étape suivante, c'est la saillance. Parmi les milliers de stimuli disponibles, le goût du café, le bruit des oiseaux, la tache sur la chemise, à quoi notre esprit choisit-il de prêter attention? Et nos défenses influencent ce choix. Le café va devenir saillante. Elle va occuper tout notre espace mental, au détriment du reste. Ce à quoi on prête attention devient en quelque sorte notre réalité. C'est le fameux biais de négativité. Une journée peut être remplie de moments positifs, mais si on reçoit une seule critique, c'est elle qui devient saillante et qui définit toute la journée. C'est un parfait exemple, et de cette saillance découle le comportement. Si la tâche est saillante, on va peut-être ruminer, être de mauvaise humeur avec nos proches. Nos actions sont la conséquence de ce processus. D'accord. Et enfin, tout en haut de la chaîne, on a nos aspirations, nos espoirs, nos objectifs. Si notre réalité est constamment filtrée par des défenses négatives, nos aspirations vont s'en ressentir. On n'osera plus viser haut, on anticipera l'échec. Voilà. D'accord, la machine est incroyablement complexe. Mais quel est le carburant? Qu'est-ce qui la fait tourner? Conti identifie 3 pulsions fondamentales, 3 sources d'énergie. D'abord, la pulsion agressive. Agressive. Oui, mais attention, ce n'est pas forcément la violence. C'est l'énergie d'affirmation, l'envie d'agir sur le monde, de changer les choses. Sans elle, on serait complètement passif. Ensuite, j'imagine qu'il y a la recherche du bien-être. C'est la pulsion de plaisir, la recherche de gratification, de soulagement, de confort. Elle nous pousse à éviter la douleur. Vitale. Mais la plus importante des 3, celle qui doit être le chef d'orchestre, c'est la 3e. Et c'est? La pulsion générative. C'est notre besoin de créer, de construire, d'apprendre, d'être curieux, d'aider les autres, de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. D'accord. Selon Conti, un esprit est sain quand cette pulsion générative est dominante et qu'elle canalise les 2 autres. L'agressivité est alors mise au service de la construction d'un projet et le plaisir est trouvé dans l'accomplissement et la connexion. Ça semble idéal. Mais est-ce que c'est vraiment réaliste? Dans une société qui pousse sans arrêt à la compétition, la pulsion agressive, et à la consommation, la pulsion de plaisir, comment la pulsion créative peut-elle vraiment prendre le dessus? On dirait un combat perdu d'avance. C'est tout l'enjeu. Et c'est précisément pour ça que ce modèle est utile. Il permet de diagnostiquer le déséquilibre. Quand on se sent bloqué, anxieux, ou qu'on répète les mêmes erreurs, c'est presque toujours un signe que les pulsions sont en désordre. Comment ça?
Par exemple, une pulsion agressive et de plaisir qui ne sont pas au service de la générativité, ça mène à l'envie, à la jalousie, à la destruction. On veut ce que les autres ont, ou on cherche à les rabaisser pour ressentir un plaisir narcissique. L'énergie est là, mais elle tourne à vide, ou pire, elle détruit. Et à l'inverse, s'il n'y a pas assez de cette énergie, Trop peu d'agressivité, c'est-à-dire d'affirmation de soi, ou trop peu de plaisir, ça mène à la démoralisation. la démoralisation. Oui. On se sent impuissant, apathique, sans espoir. On n'a plus l'énergie d'agir sur le monde et on n'y trouve plus aucune gratification. La pulsion générative est étouffée. On est en panne sèche. Ça éclaire vraiment la question que beaucoup se posent. Comment j'arrête de trop penser? On a l'impression que le cerveau est en surchauffe. Mais d'après ce modèle, que se passe-t-il vraiment? Dans la plupart des cas, cette pensée excessive, cette rumination, n'est pas au service de la pulsion génératrice. On n'est pas en train de résoudre un problème complexe ou d'apprendre un truc nouveau. C'est une pensée stérile. Elle sert à quoi alors? Elle est en fait au service de mécanismes de défense inadaptés, comme l'évitement. On pense en boucle à un problème pour se donner l'illusion d'agir, tout en évitant de prendre la décision difficile. D'accord, on tourne en rond pour éviter de ressentir l'émotion. Exactement. Le but n'est donc pas d'arrêter de penser, ce qui est impossible, mais de réorienter cette formidable puissance de calcul. Se demander comment je peux utiliser cette énergie mentale pour créer, apprendre ou agir, même de façon minuscule. Ce qui ressort de tout ça, au final, c'est que la santé mentale n'est pas juste l'absence de maladie ou un état passif, c'est un processus actif. Presque un travail d'artisan. Il faut comprendre sa propre architecture interne pour mieux cultiver cette pulsion créative. Et c'est ce travail qui, au final, produit l'agence et la gratitude. C'est un changement de perspective radical. Chaque difficulté, chaque schéma répétitif, chaque moment où l'on se sent bloqué, ce n'est plus une fatalité ou une preuve qu'on est nul. Ça devient une information. Une information précieuse, un symptôme au sens médical du terme. Un voyant qui s'allume sur le tableau de bord. C'est exactement ça. Un voyant qui nous dit « Attention, il y a un déséquilibre dans les pulsions ou un mécanisme de défense qui travaille contre toi. » Ça rend la démarche beaucoup moins culpabilisante et beaucoup plus proactive en fait. On n'est plus victime de ses propres travers, mais un mécanicien qui cherche à comprendre la panne pour réparer la machine. Précisément. Et ça nous amène à une dernière pensée, une idée à importer avec soi. On vous écoute. Et si chaque schéma négatif que l'on répète dans notre vie n'était pas un échec, mais plutôt un X sur une carte au trésor? Un X qui marque l'endroit précis où il faut creuser. Non pas avec jugement, mais avec une immense curiosité. Creuser pour découvrir quels mécanismes de défense inconscients sont à l'œuvre et quelle partie de nous, quel besoin fondamental cherche désespérément à être compris. Quelle est la première chose que cet X nous inviterait à explorer?